Le combat est rude, mais la ville de Nice est peut-être en train de gagner une bataille contre les incivilités. Réunis ce matin au centre de supervision urbain, élus et représentants des comités de quartier s'étaient donné rendez-vous. Au menu du jour, les dépôts sauvages. C'est une lutte contre les incivilités acharnées que nous menons ici à Nice, puisque nous avons augmenté nos contraventions de 113% au cours de l'année 2020. Il faut interpeller en flagrant délit évidemment les auteurs de ces infractions, ce qui n'est pas un travail facile pour la police municipale. Et nous apportons aujourd'hui une expérimentation totalement nouvelle qui vient apporter un élément de plus. Mais le travail d'alerte automatique par un logiciel apporte évidemment une nouveauté qui nous permettra d'être beaucoup plus efficaces. C'est donc en interne que les services informatiques de la métropole ont trouvé une solution pour lutter de manière plus efficace et combattre les dépôts sauvages. Des caméras vidéo dont les algorithmes vont pouvoir repérer les infractions. Lorsque l'algorithme tourne, il va savoir ce qui rentre dans le périmètre de l'image, ce qui est un être humain, ce qui est une poubelle, ce qui est un sac. Il y a un deuxième algorithme qui va permettre d'identifier un regroupement d'objets. Et le troisième algorithme qui va être combiné, c'est celui qui va nous servir à remonter l'alerte. Dès que la personne met son carton par terre, en fait, et que la personne est à une distance suffisante du dépôt, il y a une alerte qui va remonter. Un lien est ensuite fait avec le centre de supervision dont le but premier n'est pas de verbaliser mais d'empêcher les dépôts sauvages avec une première alerte vocale par le biais de haut-parleurs. Police municipale, bonjour. Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sur la voie publique sont interdits par la loi. Merci de ramasser votre dépôt sauvage et de le mettre dans un lieu approprié. À partir de la semaine prochaine, 20 points vidéo seront en service pour lutter face aux 20 tonnes de déchets jetés illégalement sur la voie publique chaque année à Nice. Pour les comités de quartier, il faudra attendre la fin de l'expérimentation pour se faire une idée de son efficacité. C'est un outil qui permettra peut-être d'avoir des améliorations, bien que je sois un peu dubitatif sur les secteurs collinaires. On connaît parfaitement les lieux où il y a à l'heure actuelle des dépôts sauvages. Aucun n'est équipé de la moindre caméra. Donc pour l'instant, tant que ça ne se généralise pas, on n'aura pas d'amélioration. A noter que les contrevenants s'exposent à une amende de 1 500 €. C'est le choc et la consternation devant l'école primaire de la Trinité où était scolarisé le jeune Ghassan. Peu de temps qu'il était dans l'école, je me suis beaucoup attachée à lui. C'était un très très bon petit, il était pour ses camarades d'école. Il défendait tout le monde, c'était un amour d'enfant en fait. Très respectueux, il n'y avait rien à dire sur lui. De ce qu'il a pu me dire, c'est qu'il venait de Tunisie, il était dans un foyer. Ici c'est un petit village, donc tout le monde se connaît, donc c'est choquant quand on apprend qu'un garçon, qu'un petit est décédé, c'est toujours dramatique, quoi. Le jeune garçon de 11 ans était arrivé au mois de janvier, hébergé dans un foyer de l'enfance de la ville. Selon les premiers éléments de l'enquête, sa mère d'origine tunisienne résidait en Italie, tout comme son père biologique. C'est un enfant qui était accueilli dans le foyer La Parenthèse, qui est un foyer destiné à accueillir des enfants qui ne vivent pas avec leurs parents et qui sont placés dans des situations d'urgence. C'est une émotion considérable dans la commune et dans l'école qui l'accueillait depuis quelques semaines et où je me suis rendu ce matin. Pendant ce temps-là, les plongeurs de la gendarmerie nationale sont arrivés sur les bords du Paillon dans le petit village de la Grave de Peille. L'objectif, dans un premier temps, confirmer que le décès a bien eu lieu sur le site mentionné. Les deux plongeurs enquêteurs cherchent des indices pour déterminer les causes de la mort. Ils photographient les lieux, les rochers, le fond de l'eau, observent et analysent les différents éléments et réalisent des prélèvements de l'eau. Une autre équipe est en charge de l'autopsie du corps de la victime. Une dizaine de personnes doit également être auditionnées par les enquêteurs. Au chapitre judiciaire, toujours, nous sommes peut-être face à l'une des plus graves erreurs judiciaires de cette moitié de siècle, fin de la moitié du XXe siècle, l'affaire Omar Haddad, que vous connaissez évidemment. C'était il y a 30 ans, jour pour jour. Omar Haddad accusé à Mougins du meurtre de son employeuse. Et bien aujourd'hui, son avocate, depuis quelque temps d'ailleurs, maître Sylvie Novakovic, demande à ce que son procès soit révisé, notamment parce qu'il y a de nouveaux éléments. Bonsoir maître, merci d'être avec nous pour nous apporter quelques précisions. La date n'est pas anodine, on est 30 ans, quasiment jour pour jour, puisque Ghislaine Marchal est décédée le 23 juin 1900, j'ai perdu la date, mais bon, c'était il y a 30 ans.
nous considérons, enfin je considère que c'est le 24 juin 91. Oui, parce qu'on a retrouvé en fait effectivement le corps de Ghislaine Marchal le 24 juin 1991. On connaît tous l'affaire Omar Haddad, ses péripéties avec la grâce partielle accordée par le président Chirac. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré tous les doutes qui pèsent sur sa culpabilité et même plus, on verra qu'il y a de nouvelles preuves, il est toujours coupable aux yeux de la justice ? Malheureusement, aux yeux de la justice, il est toujours coupable. Donc c'est la raison pour laquelle il combat, bien entendu, cette erreur judiciaire monstrueuse. Il clame son innocence depuis finalement 30 ans. Et tant que son innocence ne sera pas reconnue, eh bien, il continuera son combat. Et je suis à ses côtés, bien sûr, depuis 2008. Alors, vous avez demandé cette requête en révision qui s'appuie sur une nouvelle analyse ADN. Pour faire simple, avec la technologie d'aujourd'hui, on a retrouvé des traces d'ADN qui n'appartiennent pas à Omar Haddad sur les lieux du crime, dont certaines qui ont matché dans les fichiers. Exactement. En fait, depuis 2008, je combats pour obtenir l'analyse de ces deux ADN qu'on avait retrouvés à l'époque de la commission de révision. Et je vous rappelle que la commission de révision avait demandé la révision. C'est la cour de révision qui n'a pas voulu effectivement réviser. Donc l'avocat général est également du côté de la commission de révision et tout le monde est d'accord pour dire que ces deux ADN retrouvés mélangés au sang de la victime étaient des éléments nouveaux. Toutefois, ces ADN, personne ne s'est posé la question de savoir à qui ça appartenait. Donc je combats effectivement, j'ai combattu les nombreux ministères qui se sont succédés, j'ai obtenu quelques expertises, mais finalement, à chaque fois, c'était un échec. Grâce à la loi du 1er juin 2014, du 20 juin 2014, pardonnez-moi, eh bien, il y a vraiment des possibilités considérables puisque l'avocat peut faire des demandes d'actes préalables à toute demande de révision. Donc ça, c'est formidable car j'ai pu obtenir des expertises. Et ces expertises sont très importantes car il s'est avéré qu'il y a 4 ADN mélangés au sang de la victime qui ont été retrouvés, dont un qui a matché avec le fichier national des empreintes génétiques et l'autre, c'est très important aussi parce qu'il est complet et se trouve dans le tracé Omar Mat sur la porte de la chaufferie. C'est très très important parce que c'est vraiment des ADN, un ADN qui se trouve mélangé au sang de la victime sur les traces, mais surtout à 35 reprises. Ça n'est pas rien. Oui, effectivement, On ne peut plus parler de pollution, d'ADN de pollution. Oui, vu comme ça, ça paraît assez évident. Évidemment, on n'a pas retrouvé la trace de l'ADN d'Omar Haddad. Est-ce que ça veut dire pour autant que ça peut l'innocenter parce qu'il peut très bien avoir participé au crime sans laisser de traces d'ADN. Est-ce que ça, c'est un argument que vous entendez ou ça paraît quand même compliqué au vu de la sauvagerie dans laquelle a été assassinée Ghislaine Marchal ? Vous avez complètement raison, c'est impossible compte tenu de la sauvagerie dans laquelle elle a été assassinée. Et au surplus, on aurait retrouvé au moins un ADN lié par exemple à de l'herbe sous ses chaussures, quoi que ce soit. On n'a rien trouvé, bien sûr, rien, aucun ADN. Et je vais même vous dire, la justice a tout à fait conscience que l'ADN d'Omar Haddad aurait eu une importance évidente puisque on a voulu, l'expert, le procureur a voulu dès effectivement l'expertise ordonnée en 2014, a voulu qu'on compare l'ADN d'Omar Haddad aux nouveaux ADN qui ont été retrouvés mélangés au sang de la victime. Alors, évidemment, on se souvient tous de cette inscription Omar m'a tué, avec la fameuse faute d'orthographe. Aujourd'hui, on sait que la graphologie n'est pas très fiable, une science pas très fiable en règle générale. Et vous pensez également que c'est physiquement quasiment impossible qu'elle l'ait fait elle-même, parce qu'on le rappelle, elle a été transpercée de 13 coups de couteau, touchée au foie, elle a un œdème cérébral, donc a priori des blessures qui, si elle ne la tue pas immédiatement, l'handicapent fortement. Donc vous doutez aussi très fortement de la possibilité qu'elle ait pu inscrire ce fameux Omar m'a tué 2 fois en plus, parce qu'il y a un début d'inscription ailleurs. Déjà c'est ridicule parce que pourquoi elle l'aurait fait 2 fois déjà à la base et surtout ce qui est essentiel, c'est que tant pendant l'instruction jusqu'au procès, eh bien il faut savoir que les experts affirmaient avec force qu'il s'agissait de l'écriture de Madame Marchal. Et lors de la révision en 2001, les experts qui ont été désignés par la commission de révision ont indiqué qu'en aucun cas on ne pouvait affirmer qu'il s'agissait de Madame Marchal. On ne pouvait en aucun cas indiquer le moindre auteur des inscriptions. Et ça également, c'est un élément nouveau.
extrêmement important, puisqu'on ne peut plus dire qu'il s'agit de son écriture, et bien au contraire, il a été condamné certainement suite à ces expertises accablantes, monstrueuses, et vous vous rendez compte qu'il a été condamné à cause d'experts qui ont été particulièrement incompétents à l'époque du procès. Ici, ce sont les stars de l'été, les fruits et légumes de saison. 27 degrés au thermomètre, les Niçois recherchent la fraîcheur. Nathalie et Laurie sont là pour les aider. Dépêchez-vous, c'est un péché de ne pas manger de bonne pêche en été. Dépêchez-vous, l'été ici court. La pêche de Provence, magnifique. Mûre à point, vraiment très très bonne, avec des bons melons, avec de la pastèque, avec des abricots de Provence superbes. Nous avons les poivrons salades, les haricots du pays, chou-fleur qui a commencé, donc c'est sympa aussi, qu'on peut manger aussi bon cru que cuit. Après on a commencé tout ce qui est salade, les produits donc pour faire la salade, les fruits comme les tomates. Des petits plats légers et frais pour combattre la chaleur. Les maraîchères du cours Saléa ont quelques recettes à vous donner. En fruits, on peut faire des bonnes salades de fruits. Moi, j'ai une très bonne recette de pêche, salade de pêche. On coupe la pêche en morceaux, on la met dans un saladier avec un filet de menthe, on la met au réfrigérateur. C'est excellent. Les farcis. On a commencé les courgettes rondes, les poivrons du pays, les poivrons, les aubergines du pays, sans graines aussi, donc c'est pratique aussi. C'est long à faire, mais c'est super bon. Une soupe de melon avec une infusion de verveine et on met par-dessus, ça peut être sympa comme tout, hein, frais. Côté météo, la température va flirter avec les 30 degrés les 7 prochains jours. Garde donc au coup de chaud. Autre conseil incontournable, boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Laurence attendait cette sortie avec impatience. Avec Andy Voile, elle a pu laisser son fauteuil roulant à terre pour s'évader en mer. Et vous êtes une habituée alors? Ah bah oui, j'attends ça impatiemment et l'an dernier c'était triste avec le Covid et c'était vraiment épouvantable. C'est mon moment de bonheur, mais vraiment d'avoir eu l'Andy Voile avec le trimaran, le canoë-kayak et finir comme ça, comme les gens valident, j'en ai encore la chair de poule. Si le Covid a eu raison de l'édition 2020 d'Andy Voile, cette année, les inscriptions ont explosé. Cette année, dès qu'on a ouvert les inscriptions, en 15 jours, c'était plein. On reçoit à peu près plus de 100 personnes par jour. Et sur l'ensemble de la tournée, on est à 1200, 1300. Andy Voile a pour ambition d'accueillir tout le monde, quel que soit le handicap. Le matériel est adapté. Quant aux moniteurs, ils assurent chaque embarcation à raison de 4 départs par jour de sortie. Il y a écrit une inscription là. Vous ne devez pas la voir. Il y a un sens au niveau de la pale. D'accord ? Voilà, très bien, parfait. Ensuite, la main, elle vient par-dessus, cette partie-là, qu'on appelle une olive. Par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap, on va adapter la pratique. Voilà, on peut avoir des pagaies simples, des pagaies doubles, des pagaies demi-pagaies, voilà, qu'on peut effectivement aménager au niveau des bras. Voilà, on peut aussi ne pas avoir de pagaie, il y a plein de possibilités. En fait, en fonction du handicap, on va adapter. On leur donne quelques conseils techniques, mais on monte avec eux sur les supports. Voilà, pour donner un petit coup de main, les aider à avancer aussi. Là, on a un petit peu de vent, donc les conditions vont devenir un peu plus compliquées. Donc comme ça, on maîtrise le support, personne n'a peur. Trimaran, kayak ou encore bateau, il y en a pour tous les goûts. Le navire, par exemple, permet d'embarquer avec un fauteuil. Les proches sont aussi conviés à l'aventure. Les bénéficiaires, eux, sont ravis de ces balades. On a une chance extraordinaire qu'on nous offre tout ce plaisir. Aussi bien l'Andy-Plage que ces promenades-là, c'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois que je fais de la pirogue et je me régale et je passe une très bonne journée, c'est excellent. Je passe une très bonne journée, je me régale. Cette 15e édition d'Andy Voile doit encore faire escale à Mandelieu, puis Cannes. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site du département. Il reste quelques places. Le détenu de 22 ans a été condamné pour vol, violence et trafic de drogue. Il lui restait pourtant moins d'1 an à purger. Il est donc arrivé hier escorté par les surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt de Grasse. Les policiers ont ensuite pris le relais au sein de l'hôpital. Ils l'ont conduit en service de réanimation. Une procédure classique quand il y a tentative de suicide, notamment avec des produits toxiques. Les policiers ont pourtant confirmé qu'il parlait correctement. Il a d'ailleurs demandé à se rendre aux toilettes, menottes toujours au poignet. On lui a apporté
apporté un urinoir dans sa chambre. Le détenu a insisté à plusieurs reprises pour fermer la porte. Les policiers ont attendu à l'extérieur et c'est à ce moment-là qu'il a saisi des lingettes avec lesquelles il s'est lubrifié les bras et il a réussi en quelques minutes à retirer ses menottes. Il s'est alors dirigé vers la fenêtre. Il a traversé le filet que vous pouvez voir sur les images de Claudia Olivier et puis il atterrit sur la pelouse en caleçon, pieds nus. Des soignants qui déjeunent à proximité aperçoivent le détenu, un homme sportif d'allure. Il commence à courir à toute vitesse par ce chemin, arrive ici et on soupçonne qu'il a pris ses petits bois pour se dissimuler. On suppose aussi l'aide d'une tierce personne qui l'aurait récupéré. Laurent Martin de Frémont du syndicat Unité SGP Police nous en dit plus sur les moyens mis en place. Le profil de l'individu qui a déjà été étudié, le parcours, on cherche à savoir où il habitait, enfin bref, autant de, ça s'appelle des investigations classiques qui nous mèneront, je le pense, jusqu'à cet individu, à moins que de lui-même d'ailleurs, lui-même se rende. Parce qu'encore une fois, on n'a pas affaire manifestement à un dangereux détenu, il n'est pas très âgé, donc il y a encore une possibilité pour lui de se rendre de manière très claire. Il écopera certainement d'une peine moins lourde s'il se rend que s'il ne se rend pas. Donc il a tout intérêt à se rendre dans les heures à venir. Il y a 2 mois, le détenu avait déjà été transféré dans ce même hôpital, semble-t-il encore une fois pour un motif simulé. Il avait un comportement très étrange selon les policiers sur place. Il avait observé avec attention le moindre détail et posé beaucoup de questions. Lorsqu'on a affaire à des individus qui sont susceptibles de prendre la fuite, on va avoir un regard encore plus insistant, encore plus appuyé. Et cette information n'est jamais parvenue jusqu'aux effectifs de la police nationale. Hors de question de faire porter le chapeau à la police nationale. Encore une fois, ce serait bien trop facile. Les plaques étrangères défilent dans ce camping de Martigues. Néerlandais, belges, allemands, luxembourgeois et même espagnols. Les touristes étrangers ont choisi le sud de la France pour profiter de ce début d'été. Dans le cadre d'un camping, c'est agréable. On n'est pas dans la foule. On essaie d'éviter des grandes masses de personnes. On se sent presque mieux qu'à la maison dans une ville. Ça fait quand même 2 ans qu'on se refrène un petit peu. Là, voilà, on est majoritairement tous vaccinés et avec les 2 doses. Donc là, on s'est dit... Voilà, c'est le bon moment. Merci et bon séjour. Pour cette directrice de camping, l'arrivée de la clientèle étrangère marque le début d'une bonne saison. Tous les signaux sont au vert. On a les cigales, on a le beau temps, on a les interdictions qui sont les 3/4 levées, on a la fréquentation des restaurants qui reprend, on a un climat économique plus serein. Donc on se fait moins de soucis pour notre saison, oui. Et puis bon, quand le téléphone sonne sans arrêt, donc ça fait quand même plaisir. Cet été, les professionnels du tourisme attendent 40% de touristes étrangers supplémentaires par rapport à l'an dernier. « 223, c'est le nombre de personnes secourues dans la rade de Marseille en 2020. Un nombre en constante augmentation, c'est ce que constate ce marin-pompier. La cause, l'imprudence des plaisanciers, mais c'est aussi l'une des conséquences de la crise sanitaire. La mer est signe de vacances, donc les gens ont envie de louer un bateau, ont envie d'aller sur la mer. Souvent, on constate de nos interventions que par manque d'information ou par méconnaissance du milieu maritime, on avait des fois des gens qui étaient très novices et qui se mettaient en danger sans le vouloir, bien sûr. Une prise de risque en bateau, mais pas seulement. Il y a une nouvelle plaisance, disons avec les planches à voile, avec les skates, avec les paddles, les scooters. Ils n'ont aucune connaissance de la mer, ils ne prennent pas la météo. Donc on essaie de les sensibiliser, de les motiver. Sensibiliser les nageurs et les plaisanciers est devenu la nouvelle mission des bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer. Et ce, dans un but bien précis. Réduire les opérations de secours qui nécessitent un coût important pour l'entretien et les réparations du bateau. Il faut toujours que la vedette soit opérationnelle, en bon état de marche. Aujourd'hui, nous avons un problème de radar. Un radar, ça coûte 5 000 €. Bon, il faut aller chercher 5 000 €. Afin de poursuivre au mieux les sauvetages en mer, les bénévoles lancent un appel aux dons, une aide indispensable au fonctionnement de la vedette, la bonne mer. L'été sera culturel dans les Alpes-Maritimes. 4 temps forts, les soirées estivales, le festival des mots, les soirées jazz art Olympia et la folie des lacs.
Plus de 500 spectacles gratuits qui vont aussi permettre aux troupes, musiciens ou artistes de retrouver le public. Cette année, nous présentons un spectacle qui s'appelle La femme du boulanger, qui est vraiment, je dirais, le ciment même de la Provence. Après Don Camillo et plus de 250 représentations quand même, je crois que c'est important. C'est une grosse compagnie que nous avons. Cette année, nous présentons La femme du boulanger. Nous revenons à nos premières amours, c'est-à-dire la Provence, Pagnol, les cigales, la chaleur, bref, tout ce qui comporte les Alpes-Maritimes et ce département magnifique. On démocratise la culture et on va directement dans les villages, dans les cœurs de villages où ces petits villages n'auraient pas peut-être les moyens de s'offrir des spectacles de cette envergure, parce que je crois qu'il y a plus de 400 spectacles et de très bonnes factures, de très grands professionnels qui viennent se produire ici, et c'est formidable pour tous les maralpins en tout cas. Ça fait du bien déjà, pour faire de la musique, on retrouve un peu nos libertés et puis c'est surtout qu'on découvre certains villages qu'on n'a pas vus depuis des mois et des mois. Bien sûr, la crise sanitaire a fait qu'on ne pouvait pas exprimer, on ne pouvait pas s'exprimer en tant que musicien, en tant que chanteur. Et je pense que cette liberté-là, c'est très très important, parce que je ne vous cache pas qu'un an et demi sans chanter devant les gens et de s'introvertir, c'était très difficile, très difficile. Du bleu des rivages au blanc des... Nouveauté cette année, le projet solidaire Nos Vallées, un titre hommage aux victimes de la tempête Alex et une tournée pour l'été. Plusieurs dates sont déjà fixées. Information sur le site soirée-estival.département06.fr. Ensemble reconstruire, orphelin mais debout. Il n'y a plus d'arrière, il y a juste un pays. Il nous reste une terre qui nous unit. Faire du vélo entouré de 4 chauffages et une friteuse, en plein mois de juin, la scène peut paraître insolite et pourtant c'est une vraie séance d'entraînement. Lily et Alban se préparent pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Depuis lundi, les deux jeunes femmes doivent respecter un protocole chaleur pour leur épreuve de voile. Il fait entre 30 et 35 degrés là-bas avec 80-90% d'humidité. Donc la chaleur puise pas mal d'énergie pour le corps. Donc avant d'aller au Japon et d'arriver un peu étouffé par cette chaleur, on s'entraîne à Marseille dans une salle qu'on surchauffe, et là où on met aussi un peu d'humidité pour habituer ce corps à s'adapter et à réguler sa température et à ne pas monter trop fort en cardio quand on sera sur place. Des conditions d'entraînement difficiles, plus d'1 heure de séance sur des vélos d'appartement dans une salle surchauffée et humide. Les premières séances quand même dans le protocole, ça a été difficile, hein, pour être tout à fait transparente, on n'a même pas tenu la première séance en entier. Et puis après on voit l'utilité du protocole, parce qu'on voit au fur et à mesure des séances que le corps il s'habitue, que le cardio il monte de moins en moins quand on est sur le vélo dans ces conditions. Un protocole encadré par un médecin de l'équipe de France de voile. Pour leur première participation, Lily et Alban veulent arriver dans les meilleures conditions aux Jeux Olympiques, avec un seul objectif, la médaille d'or. Vous avez la mer Méditerranée juste à côté, et dans la mer Méditerranée, il y a 14% des espèces de poissons mondiales qui sont présentes. La biodiversité, la pollution, l'eau ou encore le recyclage, chacune de ces notions sont liées l'une à l'autre. Voilà tout l'intérêt de cette journée proposée par la Chambre du commerce et de l'industrie du Var aux enfants des écoles primaires de Toulon. Une journée rade bleu pour sensibiliser le jeune public aux enjeux de la préservation de la Méditerranée. J'ai retenu qu'il fallait protéger l'écosystème, qu'il fallait protéger la terre. Si on pêchait trop d'un animal, il y en avait l'autre espèce qui mange cet animal, il meurt, et l'autre. Et ça tue la chaîne alimentaire. Que si, par exemple, un requin il est en voie de disparition, les poissons ils vont commencer à s'agrandir de plus en plus de nombre. À travers plusieurs ateliers, les jeunes Toulonnais ont donc pu appréhender les différents dangers qui menacent notre écosystème. Une mission de la CCI dans le cadre de la certification port propre. On répartit les enfants en petits groupes et ils tournent sur différents ateliers. Donc par exemple, il y a Veolia qui présente le cycle de l'eau, le Cytomate sur le tri des déchets, Cyplastique plutôt sur la pollution plastique en Méditerranée, l'Ifremer sur la restauration écologique, et nous, la Chambre de commerce, on propose un stand sur les déchets qu'on retrouve dans les ports. Une action qui s'est également menée mercredi à la Seigne-sur-Mer et ce jeudi à Saint-Mandrier.